Vous savez, parfois, un simple texte de loi, il peut tout changer. Le destin de milliers de personnes basculer en un instant. Aujourd'hui, on va justement décortiquer un décret marocain, un texte de 1973, qui a fait précisément ça, transférer d'un seul coup des pans entiers de terre à l'État. C'est une plongée assez fascinante dans les mécanismes du pouvoir et du droit de propriété. Alors, pour bien comprendre ce bouleversement, voilà le plan. On va commencer par voir comment un seul décret a pu tout changer. Ensuite, on regardera l'ampleur de ce grand transfert de terre. On enchaînera sur le comment ça s'est passé concrètement. Puis, on analysera l'impact sur les propriétaires. Et enfin, on terminera avec les exceptions prévues par la loi. C'est parti. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout part d'un instrument juridique bien particulier au Maroc et vraiment puissant, le daïr chérifien. C'est quoi? Eh bien, ce n'est pas une loi comme les autres, c'est un décret royal. Et comprendre ça, c'est vraiment la clé pour saisir la force, le caractère radical des événements de 1973. Alors, retenez bien cette date, le 2 mars 1973. Ce jour-là, une loi est promulguée et ses conséquences sont, immédiates et profondes. On parle de milliers de propriétés touchées. L'effet est quasi sismique. Ce n'est pas une petite réforme, non, c'est une véritable vague de fond qui a redéfini les règles de la propriété dans tout le pays. Et ce qui est fou, c'est la clarté du texte. Il est rare qu'une loi soit aussi directe. Regardez le titre même du décret. C'est une véritable déclaration d'intention. On ne parle pas de réguler, de taxer, non. L'objectif, c'est de transférer à l'État la propriété des terres agricoles des étrangers. C'est dit, comme ça, sans détour, dès la toute première ligne. C'est limpide. Bon, alors concrètement, que disait ce fameux décret? Allons voir au cœur de la loi pour comprendre comment, en seulement quelques articles, ce transfert de propriété massif a été orchestré. Et juste un petit rappel, mais c'est vraiment essentiel, on parle bien d'un daïr chérifien. Ça veut dire que ce n'est pas une loi qui a été débattue pendant des semaines au Parlement. Non, c'est un décret qui vient directement du roi, avec une autorité juridique maximale. C'est le pouvoir souverain qui s'exprime purement et simplement. Et voilà l'article qui change tout, le cœur du réacteur si on peut dire. Le premier chapitre est d'une clarté redoutable. Toutes les terres agricoles qui appartiennent à des étrangers, que ce soit des personnes ou des entreprises, sont transférées. Et ce, immédiatement. Pas de délai, pas de négociation, c'est instantané. Bon, annoncer un truc pareil, c'est une chose. Mais le faire pour de vrai, sur le terrain, c'en est une autre. Alors la question c'est, comment l'État s'y est pris concrètement? Quelle a été la mécanique, la logistique pour organiser cette prise de contrôle à l'échelle nationale? Eh bien, loin d'être le chaos, le processus était hyper organisé. Vraiment, en 4 étapes bien claires. D'abord, un arrêté ministériel listait toutes les propriétés concernées. Étape 2, cet arrêté était publié au bulletin officiel, ce qui rendait la chose officielle. Ensuite, une commission spéciale était créée pour prendre possession des lieux. Et enfin, 4e étape, un inventaire était fait sur place. Une vraie machine administrative bien huilée. Et cette fameuse commission, au cœur du dispositif, ce n'était pas juste un petit comité, pas du tout. À sa tête, on trouvait le gouverneur, donc le représentant direct de l'État. Avec lui, un représentant des domaines pour le côté propriété et des gens du ministère de l'Agriculture pour l'expertise technique. Bref, on alliait le pouvoir politique et le savoir-faire. Absolument rien n'était laissé au hasard. Et attention, il y a un détail juridique qui est assez fascinant. La loi obligeait les anciens propriétaires à continuer de gérer les terres en bons pères de famille, jusqu'à ce que l'État prenne le relais. C'est une expression de droit, ça veut dire en gros s'en occuper sérieusement, avec soin. En clair, interdiction de tout laisser à l'abandon. C'était une manière pour l'État de s'assurer qu'il récupérait des biens en parfait état de marche. Ok, on a vu la mécanique administrative, mais au-delà de ça, quel a été l'impact concret pour les propriétaires, pour les exploitants? Quelles ont été les conséquences directes de cette loi sur leurs activités, sur leur vie, tout simplement? Alors là, l'effet a été radical. Le chapitre 6 du décret est sans pitié. Tous les contrats de location, tous les baux en cours sont annulés, automatiquement et immédiatement. Imaginez le truc, non seulement les propriétaires perdent leurs terres, mais tous les accords commerciaux, tous les contrats de location qui dépendaient de ces terres, tout ça est anéanti, du jour au lendemain. La loi faisait aussi une distinction importante entre ce qui était transféré et ce qui ne l'était pas. En gros, pour simplifier, tout ce qui était fixé à la terre, les bâtiments, les systèmes d'irrigation, bref, les infrastructures, partait à l'État. En revanche, les anciens propriétaires pouvaient garder certains biens non fixes, comme du matériel par exemple. Le souci, c'est que la ligne de démarcation exacte devait être définie plus tard, par un autre texte. Et là, évidemment, c'est la question qui brûle les lèvres, n'est-ce pas? Après un transfert de propriété aussi brutal, imposé par la loi, est-ce que les anciens propriétaires ont été indemnisés? Qu'en est-il de la compensation financière? Alors, la réponse, on la trouve au chapitre 8, et elle est nuancée. Oui, le principe d'une indemnisation était bien prévu par la loi, mais
Et c'est un mais absolument énorme, le texte ne disait rien sur les montants, ni sur le calendrier de paiement. Rien. Tous ces détails essentiels étaient renvoyés à plus tard, à une future loi, ce qui en pratique a plongé les anciens propriétaires dans une incertitude totale. Bon, comme dans toute grande loi, il y avait des exceptions. C'est important de voir qui, justement, n'était pas concerné par ce décret pour bien saisir qui était visé. Le chapitre 7 est très clair là-dessus. La loi ne s'appliquait pas aux institutions publiques marocaines, ni aux municipalités, ni à certaines terres collectives gérées de manière traditionnelle. La conclusion est donc assez simple à tirer. La loi était d'une précision chirurgicale. Elle ciblait exclusivement la propriété privée étrangère, tout en prenant bien soin de préserver le patrimoine public et collectif marocain. Au final, ce Daïr de 1973, c'est vraiment une étude de cas incroyable. Ça montre la rapidité et l'autorité avec lesquelles un État peut, avec un seul texte, changer complètement les règles du jeu de la propriété sur son sol. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question assez vertigineuse. Comment un acte juridique peut-il être à la fois un outil de politique nationale, un instrument de souveraineté, et en même temps la source d'un bouleversement aussi profond dans la vie de milliers de personnes ?